mis à imaginer des super voitures. Puis j'ai entendu sa pauvre fille qui était si malheureuse quand on l'a emmenée dans une voiture futuriste à l'école, qu'elle aurait tellement voulu avoir une 2 chevaux comme tout le monde. Il y a même des enfants qui sont malheureux sur la route. Enfin bref, là, lui, il avait inventé des super bagnoles très rigolotes et transparentes et électriques. En 1938, la voiture électrique, elle roulait déjà. Hein. Et voilà, j'ai oublié Azan, Paul Azan. C'est le photographe Doileau qui a fait les photos de ces... Je ne savais plus son nom, je l'ai retrouvé en tapant Doileau. Mais bon. Donc, Buckminster Fuller, il est franchement génial celui-là. Et lui aussi va inventer des petites bagnoles rigolotes. Mais voilà, il va surtout inventer voilà, des daubes géodésiques comme celui-là. Vous voyez qu'on est en lien au niveau de la peinture avec les mouvements. Quel mouvement on a vu ça? Cinétique et optique, voilà. Vous voyez ce genre de principe de module. On croirait un exercice du... Ça continue, quelque part c'est la pensée du Boros qui continue. Hein. Sauf que là, vous voyez qu'ils sont en train d'imaginer quelque chose sur l'eau. Hein. Voilà, donc le principe de la triangulation qui est indéformable, qui permet tout. Ben, c'est un peu ce genre de principe-là aussi qu'on va avoir, par exemple, dans un bâtiment comme Beaubourg, ici, qui est, là, ça c'est vraiment du pur constructivisme, un truc comme Beaubourg. Alors, je ne sais pas si j'ai des images de Beaubourg, mais je vais vous raconter un minimum. Donc, il y avait un espace qui était un peu pourri, il y avait quand même des magnifiques halles de Baltard, les halles du 19e siècle, là à Paris. Et en plus, les jeunes avaient pris possession, il y avait des spectacles géniaux tout le temps dedans et tout. Mais on avait décidé on a lancé l'idée de lancer un concours d'architecture pour construire, on avait besoin de 5-6 bâtiments culturels pour la musique, pour les beaux-arts, pour je ne sais pas quoi. Ils ont lancé un concours et à la grande surprise de tout le monde, on a eu 2 petits jeunes qui étaient connus de personne, qui n'avaient même pas rempli toute la place avec les 5 bâtiments, qui n'avaient mis qu'un seul bâtiment dessus, les autres sous terre, et qui avaient fait une coquille vide, si je puis dire, avec tous les organes, si je puis dire, la tuyauterie à l'extérieur, une couleur différente par fonction, chauffage rouge, l'eau bleue, vous voyez. Donc tous les tuyauteries étaient à l'extérieur. Et à l'intérieur, pour les aménagements d'intérieur, c'est très intelligent, parce qu'il avait prévu des espèces de coulisses pour qu'on puisse mettre un peu partout, comme on voulait, où on voulait, des parois coulissantes pour faire des expos, petites, moyennes, grandes. En bas, c'était un forum pour que les gens puissent venir discuter, parce qu'après 68, il y avait beaucoup ça. Et ça a été beaucoup utilisé pour comment on appelle ça aujourd'hui, des performances et des grandes discussions et tout ça. Et donc ces 2 petits jeunes-là, ils ont gagné le concours, et parce qu'ils avaient juste fait un truc avec rien, oui, ils n'étaient pas en train de mettre leur idée, c'était encore très moderniste leur truc. Enfin, on a parlé alors pour eux de Rogers et Foster, on a parlé pour eux on appelle ça quoi, high-tech et tout ça, mais c'était pas high-tech, c'était pas l'industrie. Bref, vous voyez, c'est dans cette architecture de tubes de métal et tout, Richard Buckminster Fuller va essayer comme ça d'imaginer, on est encore dans le rêve quelque part, hein. Sauf qu'il va les réaliser, ces daubes géodésiques, hein. Et notamment aux Jeux Olympiques de Montréal. Voilà, ici, vous voyez, le principe des... il y a une dizaine d'années, on a commencé à avoir des tentes un peu partout, non? Des architectures de tentes supportées par des tuyauteries comme ça, non? En tout cas, ça faisait très BD, vous voyez, la vie dans une bulle, quoi, hein? Enfermée dans une bulle. Là, ici, carrément en plastique, il l'a imaginé. Vous voyez, ça, c'est une des voitures qu'il avait imaginées. Aussi, elles étaient rigolotes, ces voitures. Hein.
espèce de suppositoire d'autobus comme ça. Ben, Otto Frey, magnifique architecte aussi, très intéressant. Avec, vous voyez, de nouveau une architecture de tente comme on en fait maintenant beaucoup, mais celle-là, elle date de 57. Oh, pas mal. Voilà, ou comme ici à l'Expo à Montréal, je vous disais, à Montréal, ça va être assez chouette, ça va faire un effet fou. Oui, ce genre de bâtiment, quand ça vous intéresse, hein, moi je me rappelle qu'à l'époque, dans Architecture d'aujourd'hui, c'est une revue, une très chouette revue d'architecture, il y avait un truc comme ça, il y avait 20 pages là-dessus. Hein. Et pour n'importe quel bâtiment très étonnant, vous allez dans l'architecture d'aujourd'hui, vous avez 20 pages. Je dis ça pour ceux qui font leurs travaux. C'est vraiment intéressant d'aller voir dans ces revues. Il y a des trucs rigolos aussi, par exemple, je me rappelle que dans l'architecture d'aujourd'hui, qu'il y avait des publicités pour l'amiante. C'est bien, c'est anti-incendie, c'est. Je ne sais plus, ouais, voilà, c'est ça aussi. Hein, mais... Voilà. Donc, Archigramme, eux, ils l'imaginent et qui le réalisent, ben, Fuller ou Otto Frey, ou. Ça se fait ailleurs, quoi. Ou ici, par exemple, vous voyez, ça c'est dans les Pyrénées, c'est des espèces de maisons en plastique. J'ai imaginé. Ça c'est très pop, vous voyez. D'ailleurs, on trouve, je trouve que ça ressemble un peu à du dessin de BD, non? Et puis voilà, en 67 par exemple, il y a une scène du film L'écume des jours. Je sais pas, vous avez lu Boris Vian, L'écume des jours? Ah, ben voilà, qu'il a choisi quoi comme mobilier? Des matériaux en vogue, le plexi, le plastique transparent, souple, sondable, gonflable. Ben, à l'époque, ça n'existait pas, tout le monde n'avait pas, tous les gosses n'avaient pas une petite bouée pour aller à la mer. Hein. On ne trouvait pas beaucoup de plastique. Hein. Et d'ailleurs, c'était considéré très mauvais. Voilà, maintenant il y a des tas de meubles et d'éléments de séparation gonflables comme ça. Foster Monica, ça s'appelle nuage. Comme ça, vous pouvez même à l'intérieur vous retirer dans votre bulle. Il dit toujours dans ta bulle. Ah ben moi je me ferais bien une bulle, j'ai dit le petit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous saisissez le côté impertinent de ces petits jeunes-là. Utopie, le pneumatique, voilà. Ça c'est. Ils essayent, hein. Ils cherchent, ils imaginent, ils rêvent. La maison pneumatique. C'est toujours l'idée, essayer de pouvoir faire un chez soi à tous. Et ils n'allaient pas me dire que ça va les ruiner s'ils produisent industriellement ça. Hein. Voilà. Et donc ils imaginent, voilà, ça a l'air bien. Hein. Le français, celui-là. Nous sommes à la poursuite d'une idée, d'un nouveau vernaculaire, de quelque chose qui soit en phase avec les capsules spatiales, les ordinateurs et les emballages jetables de l'âge électronique atomique. Nous n'essayons pas de fabriquer des maisons comme des voitures, des villes comme des raffineries de pétrole. Cette imagerie d'analogie finira par être digérée dans un système créatif. Il est devenu nécessaire pour nous d'aller plus loin dans cette discipline afin de trouver notre propre langage approprié à la situation présente. Voilà, un autre qui lui faisait bien plus tôt que les autres encore de l'organique, ça c'est l'émergence, hein. Ça c'est dans les années 20, alors qu'ils faisaient tous des cubes parallélépipédiques. Mendelssohn, lui, vous voyez qu'il travaillait déjà un peu à la manière mécanique. La matière et l'énergie ne sont que des états différents du même matériau de base, que rien dans l'univers n'existe sans relativité au cosmos, sans relation avec l'ensemble. C'est un nordique, oui. Mais Mendelssohn, c'est un nordique. Oui. Je vous le vois, moi je plissais vers les Hollandais, mais c'est peut-être plus haut à la donne. Suédois. Regardez, hein. J'ai mis ça. Tourensen plus dame. Ah, peut-être un. Ça, c'est ta poste dame, donc c'est en Pologne, si je sais. Si j'ai écrit quelque chose sur ça.
c'est dans Curtis, j'ai pris un article dans Curtis. On est sur l'architecture. Voilà. Donc, je disais quoi? Les états primitifs, il a déduit que les lois déterminaient des interactions. La machine, jusqu'à maintenant, outil malléable d'une exploitation sans vie, est devenue l'élément constructif d'un nouvel organisme vivant. Ça, par contre, c'est l'architecture, moi je la trouve très très belle, mais c'est en Italie des années 30. Là, ils vont faire dans le monumentalisme un peu sec. C'est pas le cas pour ce bâtiment-ci, mais enfin voilà. Et ici, on est dans le mémorial de la paix à Hiroshima de Kenzo Tange. On les appelle les métabolistes, ceux-là. Mais moi, je les mets tous dans un même sac, celui qui assouplit l'architecture, on va dire. D'accord. Voilà, donc 61-64. Vous voyez qu'on recherche et qu'on trouve, j'ai envie de dire qu'on cherche et on trouve. Hein. Ça, le CNIT à Paris, je me rappelle quand ça, comment dire, ça a été construit, ben, ça faisait un effet choc pour tout le monde. D'immenses voiles de béton qu'on lançait comme ça. Ah oui, c'était vraiment impressionnant. Les autres bâtiments, c'était comme ça d'habitude, hein, comme celui-là, tous presque. Hein. Il a tout d'un coup. Alors Jean Prouvé, c'est aussi un homme très intéressant. Aussi un démocrate qui cherchait à inventer une architecture qui puisse être... Au fond, leur rêve à tous ces gens, c'est encore le rêve des modernistes. Vous savez, arriver à démocratiser l'architecture. Comme les vêtements, ce n'est pas des grands couturiers qui créent les vêtements, c'est les gens eux-mêmes. Et bien là, les gens eux-mêmes, on va faire en sorte qu'ils puissent le faire eux-mêmes ou qu'on leur produise des trucs tout simples, simplement à monter comme ça, et que ça coûte vraiment plus rien du tout. Et donc, c'était ça. D'ailleurs, c'eût été possible s'il n'y avait pas des gens qui s'étaient dit mais non, on ne s'en voit pas là. Voilà. Donc le CNIT, ça c'est. Si vous allez à Paris, vous regardez la Défense, comment dire, le métro de la Défense. Maintenant, il y a un peu plus de bâtiments que ça, je crois. Voilà, ça c'est Pamploune, c'est le copain de Le Corbusier, celui qui a fait Rio. Comment il s'appelle encore il est mort à 102-3 ans là, il n'y a pas longtemps. Oscar Niemeyer, voilà, Oscar Niemeyer. Voilà, vous voyez, c'est s'amuse, voilà, il fait des cours, il fait des trucs magnifiques aussi. Hein. En général, lui, c'est les femmes qui l'inspirent, c'est latino. Hein. Il prend les cours d'une femme pour dessiner le plan d'implantation de sa maison, vous voyez. Voilà, voilà, ici, regardez comme c'est simple et beau. Niemeyer. Voilà, ça c'est une église, après c'est comme une prière. Voilà. Hein? Niemeyer, Oscar Niemeyer. C'est une petite bande, ils ont décidé de concevoir, avec le dictateur de service, de concevoir, comme ça, ex nihilo, une nouvelle capitale qui ne soit plus à Rio sur la côte, mais comme ça en plein milieu du pays. Et donc à partir de rien, avant c'était le rêve des modernistes, ça. Ne pas devoir composer avec la vieille architecture et tout ça, pouvoir à partir de rien créer tout ce qu'il y avait de plus beau, quoi. Et c'est ce qu'ils vont faire là, avec les bâtiments publics, les maisons pour les fonctionnaires, tout ça. Et finalement, je ne sais pas si ça a marché moi. Voilà, et regardez, ça c'est le musée Guggenheim. Ça c'est Frank Lloyd Wright qui travaille dans les années 50. Comment il fait? Assoupli. Comprenez? Et comme c'est un musée, c'est une rampe qui permet de voir de haut, de bas, en tournant autour des sculptures. Comme ça, vous voyez? C'est encore moderniste à la limite. Bah, ici, je vous remonte les bâtiments de Wallace Harrison avec ses grandes arches. Là. Vous voyez, ça, c'est les bâtiments sur le côté. Là, il n'y a pas plus classique comme implantation. Hein. Bah, ici, par exemple, on est déjà plus dans l'organique pour moi. Là, on est déjà dans le postmodernisme. Alors, Albini Moretti, dans la Torre Velasca de Milan, c'est l'agence BPPR. Ça, franchement, comment vous dire, voilà. C'est en tout cas le côté béquille, vous voyez. C'est une manière de protester aussi, de dire arrêtez avec vos buildings tout rutilant.
Oui. Ici, c'est dans les studios donc, de Alessandro Mendini. Alors, il part d'un canapé rêvé en 1913, donc un peu art déco, et il l'améliore un petit peu, si je puis dire. Je ne suis pas sûr, mais vous voyez, comment est-ce qu'il est customisé ou revisité. En tout cas, côté comique, vous voyez, c'est ça, le côté. Comment dire. Voilà, ici, voilà. Redesign et revival. On cherchait un magnifique miroir rococo et on va l'améliorer avec quelques petites couleurs plus vivantes, plus fraîches, plus joyeuses. Et ça, c'est quel style? C'est dans le postmoderne. Dès qu'on est là, c'est postmoderne. Pas de respect pour l'historique, par exemple. Référence à l'ancienneté, par exemple, c'est du rococo. Et puis, bris de l'unité de style. Et puis, voilà. Alors ici, on a Kenzo Tange, par exemple, qui vont travailler dans le béton avec des références à l'architecture japonaise en bois. Bon, là aussi, c'est un peu difficile à... Tout ça, je vous ai montré. Ça, c'est le nouveau qui a eu le prix Nobel. Ah non. Ricardo Bofill, très intéressant aussi, celui-là. Ricardo Bofill, il va vouloir faire du monumentalisme dans la cité sociale. Et il va faire des grandes colonnes et tout ça. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à Ornu, au musée d'art moderne, là-bas, au Grand Ornu. À l'arrière, il y a une cité sociale qui avait été conçue dans cet esprit-là. Et je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas voulu. Pourtant, il y avait une espèce de grand théâtre grec au milieu, où on pouvait venir faire le clown et tout. Mais ça n'a pas plu aux gens, voilà. Donc, cette maison, elle a été vite abandonnée, dépiautée, tout ça. Mais Bofill, ça aussi, c'était l'époque où les gens vivaient en... Comment dire, cherchaient des systèmes de communauté, vous voyez. Par exemple, chez Bofill, moi j'ai aussi travaillé dans les bureaux d'architectes comme ça, tout le monde était fait la même chose. L'architecte, le petit qui arrive, tout le monde était utile au truc, et bien, tout le monde touchait la même chose. Enfin, c'était fréquent des trucs comme ça. C'était chouette pour les jeunes. Hein. Donc Venturi, c'est vraiment le nom de celui qui veut le retour à l'histoire, si vous voulez. Il y a Ricardo Bofill avec ses immeubles à l'antique. Et même Jean Nouvel, il va faire des petits bouts de colonnes doriques. Memphis, voilà, ça c'est encore un design. Ouais, il fait des sèche-cheveux, des frères passés, tous des trucs rigolos, on dirait des jouets pour enfants, quoi. Surtout à l'époque, maintenant on a pris un peu l'habitude peut-être, mais à l'époque pas, je vous jure. Hein. Ou ici, par exemple, vous voyez ici les fauteuils comme ceci, qui sont des fausses colonnes ioniques, par exemple. Voilà, donc Le Corbusier ne jurait que par de l'air, de la lumière, de la verdure. Eh bien, maintenant, on trouve qu'il faut un tissu urbain vivant. Ça, c'est plus important. La charte d'Athènes, ils trouvent que c'est un peu sévère, mettre là les autoroutes, là, les trucs. Et on commence à se dire, ben, les villages méditerranéens, ils étaient mignons. Et on va même reconstruire, par exemple, c'était où ça, Saint-Tropez ou quoi? Des petits ports de pêche anciens. On va faire des cités sociales, mais comme si c'est en copiant les vieilles petites maisons et faire des chouettes petits villages comme ça, où on peut sortir en bateau de sa maison et puis de l'autre côté. Maintenant, ça s'achète des prix dingues. Ce qu'on appelle le néo-vernaculaire.
voyez, donc on va prendre du vernaculaire et le copier, quoi. Voilà, faire du faux. Et pas qu'ici, hein. Regardez ici à Bruxelles. Si vous sortez de la gare centrale, vous descendez, vous voyez des bâtiments qui ont l'air d'être des bâtiments baroques. Ben non, ils ont regardé la date au-dessus. Ils ont été construits soit après-guerre, alors vous avez les dates après-guerre, mais bien souvent c'est 68, 69, ou même après. On faisait du faux lyrisme, je sais pas quoi. En tout cas, là maintenant, ça devient carrément la mode. Notamment Françoise Pourry, donc le village de Port-Grimaud dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des pastiches, comme on dit, des faux, quoi. Et je ne vous dis pas en Amérique, qu'est-ce qu'ils vont en fabriquer, des faux. Hein. Donc, village historique imaginé de toutes pièces en Andalousie. On a réhabilitation d'anciens quartiers ou de vieilles usines. À San Francisco, par exemple, avec le centre commercial de Cannery, et voilà. Donc, dans le tiers-monde, on va construire ça souvent. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a des architectes comme celui dont je vous ai parlé, Hassan Fatih. Lui, il va reconstruire des petits villages de terre crue. Et lui, c'est un peu un moderniste, je trouve, parce que lui, il le fait, d'accord, parce que c'est la tradition de l'Égypte antique, et que comme ça, les gens pourront eux-mêmes construire. C'est l'autoconstruction que Hassan Fatih promeut. Les gens ne savent pas se payer le béton, ne savent pas se payer le bois pour faire même comment dire, les caissons pour le béton. Par contre, depuis l'Antiquité, même du temps des pharaons, les gens construisaient en terre crue une architecture qui était absolument climatique, bioclimatique. Alors il a essayé de retrouver les techniques de fabrication de ces petites coupoles et tout ça. Et il a reconstruit à l'occasion comment on veut dire, il y avait un village où les gens avaient l'habitude depuis l'Antiquité de creuser dans leur salon et de descendre jusque dans les tombes des fonctionnaires, des pharaons et tout ça. Et ils vendaient ça au marché. Alors on a commencé à dire, maintenant ça commence à bien faire, devoir piller comme ça le patrimoine de l'humanité. Et on a viré tous les gens du village. Et Hassan Fatih a dit, moi je vais leur faire un village avec eux, en essayant d'imaginer, parce que eux, les pauvres chou, ils volaient depuis toujours. Ils ne savaient rien faire d'autre. Donc il a fallu leur inventer, comment dire, des artisanats, des choses où ils pourraient s'en sortir quand même. Voilà. Donc Hassan Fatih, c'est du néo-vernaculaire parce qu'il trouve que c'est que la tradition a mis du temps à fabriquer et si c'est joli, eh bien, il ne faut pas le jeter, quoi. Voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on va dire à Hassan Fatih. Donc lui, il est pour la tradition, pour le vernaculaire, mais il est aussi très humaniste, on va dire ça comme ça. Tomorrowland, en 67, voilà, on commence à imaginer des trucs super futuristes. Celle-là, par exemple, je la trouvais géniale, je crois même que je l'avais sur ma part quand j'étais petite. Mais c'est Monsanto, vous voyez. C'est mon ami Monsanto qui avait inventé ça. Ah, il savait investir dans des chouettes architectes. Je crois que c'est une des premières maisons en plastique. Elle est chouette, non, la maison en plastique, là. Paolo Portoghesi. Ça, ben, c'est un autre architecte qui a aussi fait des super cités sociales. Juxtaposition de 19 façades qui revisitaient les styles du passé. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, on voit un petit peu, pas très net, mais chaque fois là, il y a une façade avec un autre style. Oui, c'est un peu comme au cinéma. Hein. Alors, on voit Green Street, Beaufil, Holling. Holling, lui, à Vienne, il avait fait un magasin comment on appelle ça, de voyage, de tourisme, comment on appelle ça, une agence touristique, voilà. Et à l'intérieur, il avait mis des palmiers et tout ça. Mais à l'époque, c'était vraiment étonnant, c'était rigolo, quoi. Et on y était déjà, quoi. C'était symboliste, si vous voulez. Et ça, on n'avait pas l'habitude de faire du symbolisme comme ça. Hein. Voilà, scénographique ou quasi cinématographique. Et à ce côté cinématographique, vous voyez, un peu stouffeur aussi, un peu référentiel, je sais pas moi, dans le postmodernisme. Ou à Disney, voilà. Ça, fondement de l'univers de solidarité, d'harmonie, de sécurité.
ville aurait serré les fonctions, il y aurait par exemple installé la circulation automobile en sous-sol, et ça serait même abrité dans un immense dôme protecteur qui aurait permis de contrôler le climat. Oui, on est dans les trucs futuristes. Hein. Là, ce sont des reconstitutions, on en avait vu quelques-unes en extra-européen. Ici, par exemple, proche du quartier de Varsovie, ou un pastiche donc, de Port-Grimou, je vous en parlais tout à l'heure, de François Spourri, ou des villages historiques à la Costa del Sol, en Andalousie. Ici, c'est un parc à thème qui reprenait des exemples d'architecture nationale typique. L'Hyptocenter. Un portique à la manière du Bernard devant Saint-Pierre de Rome. Des pavillons d'entreprise dédiés aux innovations technologiques. Non sans des aspects de canard, tel le bâtiment consacré à l'océan, et l'allure d'une vague géante. Ça, c'est le parc Walt Disney? Oui, c'est un des parcs. L'Hyptocenter, il s'appelle. C'est comme ça? Elle a été là-bas. Non, non. Non? C'est un autre ici. Regarde, ça s'écrit EPC. c'est Walt Disney, mais lequel est-ce, je ne sais pas. C'est En Floride. Oui. Hyptocenter, voilà, en Floride. C'est Orlando. Ah voilà, c'est celui-là peut-être que tu as J'ai vu. vu des documents. Avec la maison Blanche-Neige. On avait envie de l'adorer avec tous les dessins animés qu'il nous a fait. Il était si vilain avec ses dessinateurs, franchement. À mon avis, il serait un copain entre hommes d'aujourd'hui. Bambi. Donc il s'agit ici de comment dire, de spectacles, on va dire ça comme ça, qui se moquent un petit peu. Voilà des villes reconstituées aux États-Unis. Ça c'est Hassan Fatih, dont je vous parlais, l'architecte égyptien, avec ses petits dômes de terre crue. Voilà. Le peuple qui a produit l'architecture a élaboré ses formes préférées qui lui sont aussi personnelles que sa langue, ses vêtements ou son folklore. Jusqu'à l'effondrement des frontières culturelles au siècle dernier, il existait en architecture partout dans le monde des formes, des détails locaux spécifiques. Quelle que soit la région, les constructions étaient les magnifiques enfants du mariage heureux, de l'imagination du peuple et des conditions imposées par la campagne environnante. Voilà ce que je pense à l'époque où faire des références historiques, c'est franchement pas bien. Ouais, c'est un peu organique aussi, sinon c'est possible. Voilà, ce sont des villages urbains créés en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 70. Là, on a envoyé des sur pilotis. Là, on a une espèce de cité avec des modules cubistes dans les années 70. Alors, Charles Moore, c'est aussi un nom très connu pour l'époque moderne. Venturi et Roche aussi. Beaufils, c'est